Bonjour à toutes et à tous, nous profitons l'instant même en cette matinée d'embouteillage. Vous connaissez certainement ça, hein. Tous les milieux urbains malheureusement c'est toujours la même histoire. Ce matin j'ai pu voir des tas de gens sur Twitter, enfin X pardon, soutenir Delogu, vous savez ce député des Bouches-du-Rhône, LFI, celui-là même qui s'était aventuré à croire qu'il pouvait exposer un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, qui s'est offusqué qu'on lui sanctionne de ne pas avoir respecté la règle dans l'hémicycle. Alors oui, j'entends bien que il a été puni pour ça, alors que certains se sont amusés à porter parfois en boutonnière le drapeau israélien. Qu'est-ce que vous voulez ? On est influent, on ne l'est pas. Hein. C'est qui le patron ? Delogu, c'est cet individu, donc certains disent qu'il a des comportements de racaille. Alors, je pense pas, il fait quand même attention, mais on peut quand même constater que chez lui, il y a certaines mimiques. Des mimiques infantiles, des mimiques d'un culte. Et malheureusement, Monsieur Delogu a été amené lors d'une commission à lire un texte. Sauf que la lecture du texte a été laborieux. Alors certains diront oui, mais c'est parce qu'il était peut-être impressionné. Ah bon, c'est sa première fois qu'il est en député à l'Assemblée nationale ? Je pense pas. Hein. Non, très clairement, le garçon, il a un problème de lecture. Voire même peut-être un problème de lecture et un problème de compréhension. Parce que déjà, je ne sais pas qui lui a écrit son texte, mais à un moment donné, sur les chiffres, ça s'est sérieusement mêlé les crayons. Et vous savez qu'en politique, la politique, c'est un univers où vous devez avoir une certaine prestance, une certaine éloquence, un certain charisme. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué depuis maintenant quelques années, nous sommes dans un processus de déliquescence de la politique. C'est-à-dire qu'on fait monter des gens qui, très clairement, ne cochent plus les cases de, justement, cette attente que l'on a d'un politicien d'une manière générale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez clairement une différence entre des politiciens qui ont déjà de la bouteille, qui connaissent les codes, qui respectent les règles, qui ont ce côté relativement tribun, qui ont l'éloquence, qui savent manier le verbe, la prose, l'allégorie, tout en sachant faire de la référence aussi. Je pose ma culture. Hein, Zemmour, par exemple, c'est justement jouer de ces outils, de ces sémantiques. Malheureusement, chez les LFI, comme parfois chez certains socialistes, on sent bien qu'il y a un petit problème. Il y a un problème, pourquoi ? Parce que ce sont des gens en réalité qui ont été piochés pour leur appartenance, pour l'image qu'ils ont par rapport à un certain électorat. Et ce qui fait que ces gens-là, on les a promus. Ces gens-là, on les a fait monter dans la hiérarchie. Sauf qu'il y a un moment donné où, si tu ne fais pas un travail sur toi-même, si tu ne te dis pas « Oh là, va falloir que je me bouge le cul pour améliorer ma façon de parler, pour m'améliorer dans mes savoirs, dans mes connaissances, pour essayer d'avoir une vision globale des choses et pas me laisser déborder sur certains sujets que j'ai pas potassés. »
Et bien, on a aujourd'hui, depuis quelques années, allez, je veux dire depuis maintenant une dizaine d'années, des politiciens qui sont complètement à côté de la plaque. Des politiciens même, je dirais, qui sont américanisés. C'est-à-dire qu'ils adoptent aujourd'hui une stratégie qui est un peu ce qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire, au lieu de jouer sur du fond, on joue sur de la forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malheureusement, ce sont des gens qui vont aller chercher le clientélisme, le consumérisme, l'émotionnel, la sensibilité à tous les niveaux, sensibilité communautaire, sensibilité religieuse, sensibilité éthique, ethnique. Et du coup, ce sont des gens qui, spontanément, n'ont plus la capacité de réaction et surjouent le personnage en jouant la carte du « Ah non, me touchez pas »,« Ah mais ne me parlez pas comme ça »,« Ah mais vous insultez les Français »,« Ah vous êtes d'extrême droite, hein, parce que vous pensez ça ». Et Delogu, c'est ça. C'est l'archétype même du politicien préfabriqué, mais préfabriqué avec des matériaux bas de gamme. On l'a vu dans cette, je crois que c'était sur LFI, où il a joué sa petite mijaurée avec un élu Rassemblement National, je crois. L'air, ah, me touchez pas, hein. Ah, me touche pas. Ah. Ne me touche pas avec tes sales pattes. Hein. Et là, c'était les grandes gueules. Et de journalistes, évidemment, ont essayé de comprendre pourquoi il adoptait ce comportement. Ah non, mais j'ai rien fait, etc. Mais voilà, je veux pas qu'elle me touche. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a la peste? Bah oui, elle a la peste parce que c'est une Rassemblement National. Simplification, infantilisation. Ce sont des gens qui sont complètement immatures et qui se comportent en tant que tels. Donc là, évidemment, vu sa prestation en commission parlementaire, il se fait allumer de partout. Sauf que là, vous avez tous les petits copains et les filles, socialos, écolos, qui sont en train de dire « Oui, Delogu est en train de se prendre du shitstorm, c'est dégueulasse, on les voit bien, les gens d'extrême droite, les fachos, soutien inconditionnel à notre ami. Et j'ai envie de dire, hein, les Arnaud, les Borgnard, à chaque fois, je n'arrive pas jamais à me souvenir de son nom au nain, là. Pareil, Tondelier, il y a des fois, il y a des moments, j'ai envie de dire, attends, stop, pose-toi, remets les choses dans l'ordre, et vas-y. Et au bout d'un moment, tu te rends compte, oui, c'est ça. Tu es dans l'archétype même du « je vais aller chercher la sensibilité des gens, mais j'en oublie complètement le fond ». C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent jouer sur la forme, mais pas sur le fond. Mais bon, ils ont un maître dans la matière. Hein. Mélenchon. Hein. Mélenchon, c'est un excellent tribun. C'est un excellent tribun puisqu'il va aller chercher l'émotionnel sur des sujets, tout en omettant ou en occultant parfois des détails de fond. Et que si jamais quelqu'un lui pose la question, oui mais attendez, est-ce que vous ne considérez pas que ce que vous êtes en train de là nous dire, nous présenter, nous proposer, etc., c'est irréalisable parce que, vous n'êtes pas aux affaires, donc vous ne savez pas l'état réel des finances de la France. Et de deux, si vous n'avez pas l'argent, si les caisses sont vides, vous allez faire comment?
Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème de LFI, c'est ça le problème des NFP d'une manière générale, c'est qu'ils mettent en avant des individus qui en réalité ont été chopés parce qu'ils représentent une communauté ou parce qu'ils sont à l'image d'une communauté ou d'un état d'esprit ou d'une idéologie. Mais du coup, quand ils sont en face d'une situation où ils sont censés parler à une représentation nationale, c'est-à-dire un ensemble d'individus qui représentent le peuple, et pas qu'une communauté, pas qu'une idéologie, il n'y a plus personne. Ils sont à côté de la plaque. Alors évidemment, face à des gens de droite, dont certains sont des briscards de la politique, la seule arme qu'ils ont dans le débat, c'est de tout ramener à de l'extrême droite, à tout ramener à du fascisme. Là, il y a l'idée que Barnier voudrait créer un ministère de l'immigration. Ah, tout de suite. Immigration, hop. Raciste, hop. Facho. C'est ça en fait. Mais tu ne peux pas faire de la politique en jonglant uniquement qu'avec des sensibilités. Il y a un moment donné, il faut être constructif. Il y a un moment donné, il faut s'imposer, il faut avoir du charisme, il faut avoir de l'argumentaire, il faut avoir du répondant. Or, Delogu, il n'a pas de répondant. Delogu, il y a des moments où, en effet, il a des mimiques de racaille. On l'a vu lors du vote à l'Assemblée nationale avec le Benjamin qui se trouve être un élu Rassemblement national. Vous avez vu son comportement là? Genre face to face. Tiens, quoi? Vas-y, quoi? Attends, tu me touches pas, toi. Sinon je te fous un coup de boule. Voilà. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, c'est parce que ce sont des gens qui sont instrumentalisés, parce qu'ils sont à l'image d'une infime minorité de population, mais une population sur laquelle on compte pour mettre un bulletin dans l'urne. Sauf qu'à un moment donné, il y a une dissonance. Quand vous voyez les manifestations du 7 octobre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous l'ai déjà dit, regardez bien, observez bien. Ah oui, il y a un petit peu de diversité. Il y en a un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on voit en grande majorité? En grande majorité, c'est plutôt des gens rentiers, des gens à la retraite, des gens qui touchent des pensions, des gens urbains, c'est-à-dire des gens qui sont à l'image de cette petite gauche urbaine, on va dire un petit peu aisée, privilégiée, subventionnée. C'est ce que vous avez vu dans les manifestations. C'est pas le laborieux, c'est pas celui qui se lève à 6h30 du matin pour aller bosser à 8h et trimer pendant... c'est pas l'employé ou le salarié qui bosse chez Amazon. C'est pas la femme de ménage qui est obligée de se taper 1h30 à 2h de transport tous les matins et tous les soirs. Ah non, c'est pas le laborieux que vous avez vu dans les manifs. C'est cette petite représentation, cette caste de gauche. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est une petite caste de gauche qui, dès qu'il y en a un qui commence parmi les politiciens à dire oui, on va taxer les riches. Oui, jusqu'à quel niveau? Parce que, attention, je ne sais pas si vous vous souvenez, la fameuse grille qu'ils avaient présentée suivant les niveaux de revenus, etc. Il y en a certains Français qui étaient prêts à voter Front Populaire, qui se sont dit ah ouais, mais quand même, taxé à 40%, oh non, c'est pas cool. Et ceci dit,
vous ai dit, hein, j'avais fait une vidéo, hein, cherchez la vidéo, ça s'appelle Les Gauchias. Voilà. C'est je veux être humaniste, je veux faire du droit de l'homisme, mais avec l'argent des autres, pas avec le mien. Attention, encore une fois, je ne fais pas de généralité. Il y a des gens de gauche qui sont très bien, il y a des gens de gauche qui ont le cœur sur la main, il y a des gens de gauche qui sont intelligents, qui sont cultivés, qui savent faire la part des choses. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est ceux-là aujourd'hui qui commencent à se dire, mais comment je vais faire pour voter? Parce qu'il n'y a aucun des guignols de ma gauche que je trouve crédible, que je trouve en l'état capable de me représenter ou représenter mes idées. Donc vous imaginez bien que quand on commence à aller chercher des individus comme Delogu, Arnaud, Boyard, ça y est, je m'en souviens, mais qui ont des mimiques, qui ont des comportements dont on comprend bien d'où ils viennent, hein. Puis bon, pareil, hein, il y en a certains, ils viennent pas des quartiers, hein, enfin ils ont fréquenté les quartiers, hein, mais c'est souvent des gamins qui sont issus de la bourgeoisie, mais ce fameux archétype du gamin qui à un moment donné, par rébellion envers la classe ou la caste sociale de son appartenance parentale, décide de se la jouer petit pauvre, à côtoyer le petit peuple, à côtoyer le gueux. Il aime bien le gueux. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, il se sent supérieur avec le gueux. Là où il ne peut pas se sentir supérieur avec ses parents, ou du moins le milieu social auquel il appartient, parce que c'est une grosse feignasse. Donc c'est tellement plus simple de se la péter intelligent avec le petit peuple, le populaire, que d'être un petit peu sérieux 2 minutes. Mais bon, des Delogu, vous allez continuer à en voir, hein. Parce que de toute façon, aujourd'hui, pour se faire élire, ils vont aller chercher de plus en plus l'électorat des minorités, l'électorat communautaire. Parce que déjà, hein, ça fait depuis 20 ans que une grande partie de Français, ils ont abandonné l'idée de voter parce qu'ils se disent, mais ce qu'on nous propose, ça correspond à rien. Ce qu'on nous propose, c'est du vide, c'est de l'apparat, c'est de l'ersatz. Exactement ce qu'on a aux États-Unis. Aux États-Unis, on incite les gens à voter pour ceux qui ont le sourire ultra bright, pour ceux qui ont le joli costume, pour ceux qui savent plaisanter. Mais dès qu'on attaque sur du dur, dès qu'on attaque sur du sujet de fond qui touche la vie sociale, économique des Américains, là, il n'y a plus personne. D'où la raison aujourd'hui aux États-Unis du problème de Kamala Harris, c'est que Kamala Harris, ça fait depuis 4 ans en tant que vice-présidente, où on avait plutôt l'impression d'avoir affaire à une gamine plutôt qu'à une politicienne. Et le problème, il est là. C'est que c'est à l'image un peu du problème qu'il y a aux États-Unis, c'est que des gens qui sont censés avoir des niveaux d'études élevés, qui sont censés avoir des connaissances, des compétences, un professionnalisme, il y a un moment donné où tu te dis, mais comment il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui? Il a ciré des pompes. Il a sucé des bites. Il a couché. Il a trahi. Il a écrasé l'autre. La compétitivité. C'est pour ça d'ailleurs que le système scolaire américain est complètement foireux, parce que ça repose sur l'esprit de compétition. Mais le problème, c'est que vous avez des gens qui ont des compétences, qui ont des qualités, etc. Mais ces gens-là n'évoluent jamais dans la société. Pourquoi? Parce que ils sont au-delà de ça.
Ils sont au-delà de cet esprit de compétition. Ils sont au-delà de ces règles de corporatisme débiles à la con, qui servent à rien, qui sont plus nuisibles à l'activité même de l'entreprise, mais voilà. Comme il y a une grosse hypocrisie dans la société américaine, personne à un moment donné a les couilles de dire « Non mais bon, tu me casses les couilles avec tes règles à la con là, on va à l'essentiel. Soyons pragmatiques. Inventons, imaginons, améliorons, performons. » Mais non. Ouais, mais la règle, c'est ça. Mais je me torche le cul avec ta règle. Ta règle, elle a été pondue par un technocrate il y a 15 ans, mais qui n'est plus du tout adaptée au marché. Alors des fois, dans certaines entreprises, oui, au bout d'un moment, quand ça commence à partir en couille, quand les chiffres d'affaires commencent à ne plus suivre, là, on fait appel à des cabinets, d'experts, d'analyse, d'études, et encore, certains ne sont pas forcément très compétents non plus pour te sortir un dossier qui soit à l'image de la réalité de ton marché, et qui est plutôt un truc complaisant, qui fait plaisir au président, au conseil d'administration, et puis rebelote, t'es reparti pour 5 ans de merde, parce que tu vas pas réussir à sortir le doigt du cul de ceux qui sont à la tête de l'entreprise, mais qui sont des guignols, qui sont des incompétents. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais en France, c'est pareil. Eh ben oui, parce qu'en France, dans les années 90, il y a pas mal d'entreprises qui ont commencé à prendre certains principes, certaines règles, de certaines pratiques aux États-Unis. Le coaching. Moi, j'ai connu, j'ai fait des formations Coca-Cola, etc. Et à un moment donné, les mecs, t'as envie de leur dire, mais non, mais stop, arrête. Tu nous pètes les couilles avec ta canette. Puis attention, la canette, toujours le logo face à nous. Et à un moment donné, tu dis, non mais... tu sens que c'est des gens qui sont préfabriqués à faire des choses que eux-mêmes, ils ne croient pas, mais qui sont censés te faire croire qu'il faut absolument croire que ce à quoi ils essaient de te faire croire, c'est bien. C'est la règle. Ça fonctionne. Sauf sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas investi ce qu'il fallait, parce qu'on a mal calculé le truc, ou parce que les moyens humains ne sont pas à l'image de ce que normalement il est censé être. Moi, j'ai été en guerre pendant des années avec Häagen-Dazs, parce que Häagen-Dazs, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'en tant que responsable de boutique, j'étais dans un contexte particulier et que je n'avais pas les pleins pouvoirs, je ne pouvais pas embaucher ou je ne pouvais pas prendre des gens pour mettre derrière le comptoir systématiquement, parce que le mot d'ordre, c'était qu'en réalité, on utilisait l'employé de la vente confiserie pour faire aussi Häagen-Dazs. Sauf que les jours où il y avait du monde, t'avais pas assez de personnel, donc le pauvre gars qui était derrière le comptoir, il préférait plus vendre des pop-corn parce que les pop-corn, ta transaction, elle fait 10 secondes, que de faire de la Häagen-Dazs où tu perds 2, 3 ou 4 minutes. Donc du coup, il y a un moment donné où évidemment le chiffre d'affaires de Häagen-Dazs, il n'était pas terrible. Mais je peux vous garantir qu'ils ont mis des années avant de le comprendre. Pourquoi ? Parce que la hiérarchie que j'avais au-dessus de moi planquait tout sous le tapis. Jusqu'au jour où moi j'ai été directement en contact avec le responsable commercial régional, on a eu une discussion tous les deux, et le mec il m'a dit « Ah oui, mais je ne savais pas ça. Moi je n'étais pas au courant. » Il n'était pas au courant, par exemple, que la société avait acheté en fait la licence Häagen-Dazs, parce que la licence, pour la petite histoire, il y a une boutique qui s'était installée dans la ville, sauf que Häagen-Dazs, c'est pas forcément très bon marché vis-à-vis de l'autre boulangerie en face qui vend la glace à 2 €, mais quand tu achètes une glace Häagen-Dazs, tu en as pour 10 €, 15 €, forcément. Le magasin s'est pété la gueule, il a fait faillite. Sauf que la licence est restée sur la ville.
Or, comme la société pour laquelle je travaillais voulait absolument récupérer la licence pour le futur projet, donc il y avait des obligations. Quand tu achètes la licence, tu as une obligation que dans les 3 mois, tu dois avoir une boutique. Donc ils avaient en fait construit une boutique, mais qui était en fait une boutique juste pour prétexte d'avoir la boutique, en attendant que le grand projet se construise et qu'enfin on ouvre la boutique là où c'était prévu. Sauf que, évidemment, ils ont ouvert la boutique là dans l'ancien cinéma, mais avec 3 fois rien. Avec une installation, une configuration qui n'était pas du tout à l'éthique ou à l'image ou aux exigences d'Agendas. Donc à chaque fois qu'il y avait un changement de directeur de région, etc., le mec il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas ça, pourquoi ceci, pourquoi c'était comme ça, etc. Mais tout simplement, Coco, parce qu'on ne t'a pas expliqué qu'en fait, cette boutique, c'est en fait une boutique de transition. C'est une boutique qui a été construite pour respecter la règle Agendas, mais en réalité, cette boutique est destinée à disparaître parce que normalement, la boutique, elle doit aller dans l'autre site. Voilà, c'est tout. Donc, ils ont investi au strict minimum. Donc, quand le mec, il me dit, mais vous avez bien un vendeur je dis, ouais, mais c'est le vendeur du comptoir. Il n'y a pas un vendeur spécifique à Agendas. Il n'y en a pas. Oui, mais c'est pas normal. Normalement, la règle, c'est la boutique. Il doit y avoir un vendeur affecté, attitré à Agendas. Je dis, il n'y en a pas. Oui, mais enfin, je vais voir ça, c'est pas normal, etc. Puis au final, en fait, son responsable au-dessus de lui a expliqué, oui, mais enfin, bon, c'est une bidouille, on a magouillé avec la société, machin, etc. Voilà. Donc tout ça pour revenir au pauvre de Logu, ouais, mon gars, c'est ça de péter un peu plus haut que son cul et de croire que t'es capable d'eux, alors qu'en réalité, non. T'as pas les moyens. Alors attention, je dis pas qu'il faut obligatoirement cocher toutes les cases. Quand tu as une opportunité de faire de la politique, etc., mais que t'es pas forcément armé, que t'as pas forcément les connaissances, tu bosses, tu bûches, pour pas te faire planter à ta première intervention, parce que t'es pas foutu de lire de façon cohérente, et montrer que tu as une maîtrise de ta lecture. Parce que là, en effet, là, tous ces copains là, de LFI, socialo, écolo, ils essaient en réalité de planquer que le mec, il a un problème avec la lecture. C'est-à-dire que tu sens bien que c'est le genre de mec qui lit pas souvent. Alors, heureusement pour lui, il a quand même une maîtrise de l'orthographe. Ça va, ça passe. Mais... Alors après, est-ce qu'il était impressionné? Est-ce qu'il était incommodé? Ou est-ce que... encore une fois, peut-être qu'il était en train de lire un truc que lui-même il n'était pas convaincu parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas vraiment potassé ou que le truc il est incomplet, que le mec il a paniqué, ça peut arriver, hein. Mais bon, dans ce cas-là, il faut être honnête. Je veux dire, si t'as pas envie de te faire critiquer, si t'as pas envie de te prendre des claques, si t'as pas envie de te prendre des fessées, si t'as pas envie de te faire de prendre de la merde dans la gueule, fais pas de politique. Ne fais pas de politique. Parce que la politique, ça a toujours été un milieu brutal, agressif. La moindre faiblesse peut servir l'intérêt de ton concurrent, de ton adversaire. Donc forcément, si tu prends des gens qui sont approximatifs, qui manquent d'éloquence, qui manquent de charisme, ou qui pensent que ils peuvent amener en politique leur façon de voir les choses, leur façon de parler, leur façon d'agresser, leur façon de vanner, de provoquer, leur façon de ne pas admettre, de ne pas voir ou de ne pas voir les réalités en face, d'aborder les vrais sujets et toujours faire de la caricature, de toujours vouloir essayer de planquer les sujets
que tu n'aimes pas ou que tu ne maîtrises pas sous le tapis. Mais oui, mais le problème, c'est que ça se voit. Les Français ne sont pas idiots. Même celui qui n'a pas fait des grandes études, il y a un moment donné, il sait se servir de son cerveau. Et quand il est en face de sa télé et qu'il voit un député en train de te commencer à te raconter des carabistouilles parce qu'il a l'intention d'essayer d'aller toucher ton affectif, ben ouais, mais le mec, il va dire qu'est-ce que tu es en train de me raconter là? Tu es en train de nous baratiner pour essayer de planquer le fait que tu as fait de la merde. Puis de toute façon, le fait que LFI n'ait pas condamné les événements du 7 octobre à juste titre, en ayant la nuance de bien faire la différence qu'il y a le peuple israélien et le gouvernement sioniste israélien, bon ben voilà, c'est ça, c'est la politique de on met tout le monde dans le même panier. On ne fait plus de différence. Généralisation. Parce que la généralisation, c'est simple, c'est facile. Enfin, c'est facile à assimiler pour une catégorie de Français qui n'ont pas forcément envie de se faire chier à essayer de comprendre, à essayer de réfléchir. Et du coup, ils prennent ça comme argent comptant et ils répètent comme des perroquets ce que des gens comme Delogu, comme Boyard, comme Bompard, comme Panot, comme Tondelier, comme Rousseau, comme Hollande racontent. C'est quand même formidable qu'un mec comme François Hollande, qui a été au pouvoir, qui a fait une politique qui n'était même pas une politique de gauche, mais clairement une politique ultralibérale de droite, le mec, il est député maintenant. Bah oui, mais c'est ça, c'est la déliquescence de la politique. C'est plus ça va, plus on t'oblige à voter pour des gens qui ne méritent pas ton vote. Mais parce qu'on t'oblige à voter pour eux, parce que, surtout, il ne faut pas voter Rassemblement National. Il ne faut pas voter pour les fachos. Faisons barrage à la peste brune. Bah oui, mais avec cette stratégie, je te dis, tu peux faire élire n'importe qui. Un clown, un handicapé mental, Mickey, Dingo. Voilà. Et aux États-Unis, ça va être le même problème au mois de novembre. Au mois de novembre, il y a des Américains aujourd'hui qui se disent « Est-ce que j'ai le choix ?» Non, tu n'as pas le choix. C'est soit tu votes Trump parce que tu penses que Trump va te sauver de la merde dans laquelle tu es, mais en réalité non. Parce que les Américains, même prêts à voter par Trump, ils ont quand même ça en tête. Ils disent « Mais est-ce qu'il va vraiment avoir les couilles de faire ce qu'il... Et avec quels moyens ?» Et puis, ceux qui vont voter Kamala Harris, sauf que, moi je vous le dis, au moins je suis sûr et certain, 70% de l'électorat qui va voter Kamala Harris ne vote pas pour Kamala Harris, mais juste pour voter contre Trump. C'est exactement le même scénario qu'en France en 2017 et en 2022. Voilà. Voter contre. Pas voter pour, mais voter contre. Donc dans cette stratégie de voter contre, tu peux aligner n'importe qui contre celui contre qui on veut qu'il y ait un vote barrage. Et voilà. Donc ça fait partie de la déliquescence même du système tel que je vous l'explique depuis maintenant longtemps. Aujourd'hui, vous en avez des exemples quasiment tous les jours. Et puis de toute façon, la démocratie, soyons clairs, elle fonctionne comment ? Elle fonctionne sur un principe que tant que vous avez des gens dans le système politique pour vous faire croire monts et merveilles, eh bien vous serez toujours poussé à voter pour des gens qui en réalité ne sont pas les bonnes personnes. Et c'est là que tout d'un coup,
il y a des gens qui commencent à se dire, mais finalement, est-ce que la démocratie, ça fonctionne vraiment ? Bah, ça fonctionne parce que le principe de la démocratie, c'est ça. C'est aussi bien, tu peux avoir des gens intègres, professionnels, sérieux, matures, comme tu peux aussi, malheureusement, avoir des gens infantiles, immatures, irresponsables. Après, c'est le peuple qui décide. Alors ça fonctionne si le peuple ou la grande majorité du peuple est éduqué à se servir de ce qu'il a dans le crâne, c'est-à-dire un cerveau, est éduqué à se servir du libre arbitre, à se servir de la réflexion, à se servir de la curiosité, de la compréhension. Mais là encore, beaucoup de secteurs politiques ont tout intérêt à avoir des abrutis dans le peuple plutôt que des gens intelligents. Parce qu'au moins l'abruti, tu peux lui faire croire tout ce que tu veux. Et attention, ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour les gens de gauche que des gens de droite, que d'extrême gauche, que d'extrême droite. Logique ou pas ? D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. On suit l'actualité, on suit les événements. Et d'ici là, à très bientôt.